mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Reclebo Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes nabiso ya lelo ezali édition spéciale au Tokola Sabino briefing ezali eloko ya malamu ministre ya communication à Sala depuis bataille na poste wana lelo soka zali te tokokanisa ye na briefing ezali système moko ya redevabilité entre mikonzi na biso batu oyo bazali na ba poste moko régalien bayaka vis-à-vis ya peuple congolais par les billets ya ba journaliste ba poser bango ba question na likambo oyo etali actualité na likambo oyo ezali na ba zone d'ombre oyo peuple alingi azoba éclaircissement yango wana briefing ya mbalo oyo tokolakisa bino suite ya ba inondation oyo boyebi esalamaki na Tchangu donc nzela wana aéroport ekangamaki pont ebukanaki ezali catastrophe moko naturelle ezali eloko teke mbula ba programme kango donc mbula soki le bébé tati na mikili ya poto esalaka pe ba dégâts mais epai na biso na mboka na biso ezalaka un peu accentué ezalaka aggravé parce que ba construction ezalaka lo lenge oyo ko salima te ba misusu batongaka likola ba caniveau ba misusu bazali kotonga esika oyo esengeli batonga te mona soki mbula ebeti mai soki bosaleli yango nzela te mai ekoluka nzela yango moko. C'est la raison pour laquelle na briefing oyo tokolakisa bino ba bengaki ministre d'État ministre ya aménagement du territoire maître Guy Luando Mboyo oyo ayaki ko limbola parce que Guy Luando Mboyo azali l'un ya ba ministre oyo bazali ko sala musala kitoko. C'est la raison pour laquelle bomonaki azonga ki lisusu na gouvernement oyo ya mama na biso souminwa tokanisi peke akozonga na gouvernement oyo ekoya sima soki remaniement esalami parce que maître Guy Luando Mboyo azali l'un ya ba ministre d'État oyo azali kosala musala na ye malamu. Donc boko comprendre kaka na kati ya briefing bokomona ndenge asali exposé na ye na ndenge pe a répondre na ba question ya ba journaliste nyoso tu bazalaki wana eloko nga na senga pe na kotika ko senga te ba meka kosalaka traduction directe na lingala bango bazali koloba na français bazali ko traduire mbala moko na lingala pour permettre batu nyoso tu balanda yango na bo sembo na bo kebi nyoso. Donc totiki bino bolanda briefing oyo maître Guy Luando Mboyo ministre d'État ministre ya aménagement du territoire ayaki kolimbola suite ya inondation oyo salamaki na Tchango mbula oyo betaki donc e buki na bapon boyoka nge a répondaki na ba question sans en esquiver aucune. Donc restez connectés sur Reclebo Original pour la suite de nos programmes. Des démolitions qui s'effectueront bientôt sur certains sites. Monsieur le ministre d'État, heureux de vous recevoir à nouveau dans le cadre de cet exercice de redevabilité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en liminaire des mesures qui ont été prises par le gouvernement et surtout comment vous allez vous assurer que ces mesures sont effectivement respectées dans un contexte où il est reproché notamment à certains agents de l'administration d'être à la base de la délivrance des titres sur des zones non édificantes. Merci, chers collègues, pour cette question. Il est vrai qu'à la suite des événements qui ont eu lieu le 4 et le 5 avril de l'année en cours, où nous avons décrié, plairé les nôtres, nos populations, près de 80 personnes qui ont perdu la vie, des écoles détruites, des centres de santé qui ont été touchés,
et une vague de déplacement de près de 10 000 de nos populations vers des sites qui ont été choisis, notamment le stade de Martyrs, le stade Tata Raphaël et tant d'autres. Votre gouvernement, notre gouvernement, s'est immédiatement penché sur la question, en commençant par la ville, parce que ça concerne d'abord la ville de Kinshasa, où nous habitons nous tous, mais également au niveau national. Et donc, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, avait mis en place un comité de crise qui avait regroupé toutes les administrations pour se pencher sur cette question. Et de ces assises, il fallait d'abord qu'on comprenne les causes. Comment on en est arrivé là à toutes ces inondations, sur le plan technique, sur le plan structurel. Et ils ont donc élaboré un plan d'urgence qui a plusieurs points. Et de ce plan d'urgence, ça a été élargi pour que des actions concrètes soient mises en œuvre sur le plan social, sur le plan technique, sur le plan légal et réglementaire, et aussi sur le plan financier. Donc de ce plan d'urgence qui a été élaboré sous la coordination du comité permanent d'alerte et des urgences, le CPAI en cycle, les autres sectoriels qui sont concernés. Au-delà du ministère de l'Intérieur, vous avez là le ministère des Infrastructures, parce qu'il y a des mesures qui portent sur le curage de caniveaux et de voies de drainage, parce qu'il s'est fait que beaucoup de voies d'évacuation d'eau de pluie dans la ville-province de Kinshasa aujourd'hui, c'est rempli de sable, c'est rempli de beaucoup de déchets, ce qui concerne la gestion de déchets et d'assainissement de la ville. Et donc il faut immédiatement procéder au curage. Donc le ministre des Infrastructures a été instruit qu'à penser à travers ces structures sous sa tutelle, dont l'Office de voirie et drainage. Et donc ça c'est au niveau sectoriel. Le ministre de la Santé également. Vous savez, lorsqu'il y a des crises humanitaires, cela amène également des crises de santé publique. Et donc il avait, au-delà de la gestion actuelle, pour ce qui est de médicaments et des soins apportés à nos populations, le gouvernement a pensé qu'il était plus que urgent que pour ce qui est de l'avenir, que nous puissions disposer dans toutes les provinces des unités d'intervention médicale qui sont totalement dédiées pour que lorsqu'il y a des cas de catastrophes naturelles, on n'a pas à aller à gauche, à droite, tout de suite ces équipes peuvent descendre sur le terrain et intervenir. Il faut constituer également des stocks de médicaments dans chacune des provinces pour permettre à ce que, quand il y a survenance de ce type de cas de force majeure et de ces événements imprévisibles, qu'au moins on a des médicaments pour au moins assurer les soins de première nécessité. 3, le ministre de la Santé a proposé également la formation du personnel médical, parce que le cas de crise liées aux catastrophes, c'est des crises assez spécifiques qui demandent des interventions spécifiques, notamment des gens qui sont entraînés pour faire l'évacuation. Vous savez, quand il y a des montées des eaux de pluie, il faut qu'il y ait des gens qui savent comment nager. Toutes ces questions ont été évoquées. Le ministre de la Santé avait proposé la création et l'installation de ces brigades d'intervention. Il a également demandé, au niveau du ministère des Affaires sociales, qu'il soit carrément au-delà de l'établissement qui s'occupe de la Caisse nationale de la gestion des catastrophes naturelles, où il y a des problèmes au niveau juridique quant à son statut, au décret portant sa création, qu'il y ait une harmonisation qui permet à ce que le ministère des Affaires sociales puisse jouer pleinement son rôle avec des structures qui sont placées sous sa tutelle. Il faut aussi, dès aujourd'hui, clarifier les rôles des uns et des autres. Ça veut dire, le gouvernement central a estimé qu'il ne faut pas qu'il y ait une intervention où tout le monde intervient n'importe comment. Il faut qu'il y ait un protocole établi où on sait que quand il y a catastrophe, qui intervient en premier, suivi de qui, pour dégager la question des responsabilités. Parce que quand la prise en charge n'est pas à son rendez-vous, quand les gens ne sont maltraités, il y a les cas de malnutrition et ainsi de suite, au moins on sait qui réprimer dans les cas d'espèce. Le gouvernement a également pris la mesure pour ce qui est de l'opérationnalisation de la coordination des réponses à tout ce qui est catastrophe naturelle. Il y a une coordination qui existe, mais qui n'avait pas vraiment, qui ne fonctionnait pas en plein régime. Et donc, il avait été donc décidé d'opérationnaliser cette coordination. Toujours au niveau des affaires sociales, la question de la communication.
C'est là donc qu'il avait été recommandé à la collègue de la ministre des Affaires sociales, ensemble avec vous, comme ministre de la Communication, pour initier des campagnes d'éducation civique. Il faut que les gens sachent que lorsqu'il y a survenance de catastrophes naturelles, comment s'y prendre. Il ne faut pas paniquer. Et tout cela, ça fait l'objet de petits apprentissages qui permettent déjà, si quelqu'un a l'information, c'est un peu comme dans l'armée. Les militaires savent que lorsqu'il y a coup de canot, il faut d'abord localiser le son d'où ça vient, parce qu'on ne fuit pas n'importe comment, de peur d'aller plus vers les dangers que de se cacher. Et donc, il y a toute une campagne qui va être organisée dans l'ensemble du pays pour que les personnes s'habituent à comment s'y prendre en cas de catastrophe naturelle. Donc, il faut une sensibilisation. Au niveau des affaires sociales, il ne faut plus qu'on s'y prenne comme ça a été le cas, où dès qu'il y a catastrophe, heureusement que nous avions des infrastructures, que le chef de l'État, le premier des sportifs, a daigné doter le pays dans le cadre des Jeux de la francophonie. Imaginons qu'on n'avait pas le stade Tata Raphaël, il n'y avait pas le stade de Marty, encore que ça c'est Kinshasa. Qu'en est-il de la survenance de ce type de catastrophe lorsqu'il s'agit de provinces? Alors le gouvernement, en toute responsabilité, a estimé qu'il faut qu'on ait des sites dédiés uniquement pour accueillir nos compatriotes lorsqu'il y a survenance des catastrophes, et c'est là sur l'ensemble du pays dans toutes les 26 provinces. Et avec une administration évidemment qui n'aura comme rôle que d'entretenir et de pouvoir s'occuper de nos compatriotes dans ce cas d'espèce. Il avait donc été rappelé, comme vous le savez, avec ce qui s'était passé sur la route de Matadi, à Mitendi. Il y avait ce cas qui avait survenu. Le chef de l'État avait immédiatement instruit notre collègue le ministre de l'Urbanisme pour la construction de logements sociaux. Bien sûr. Après l'aéroport, donc il y a près de 1000 logements qui ont été construits, qui étaient une réponse à cette crise humanitaire. La collègue, la ministre des Affaires sociales, avait également recommandé qu'il y ait une brigade de transport. Vous savez, avec ce qu'il y a eu avec la montée des eaux, il faut qu'il y ait une brigade, soit au niveau fluvial, soit au niveau routier, mais bref, qu'il y ait c'est un peu comme les corps de pompiers, un corps dédié, formé, entraîné, pour faire face en cas de survenance de catastrophes naturelles. Alors, au niveau technique, il avait donc été demandé, de manière immédiate, qu'on procède à la surveillance des zones dites interdites. Parce que vous savez, ce qu'on appelle les zones non aedificandi. Le constat qui a été fait, c'est que nos compatriotes, eux-mêmes, se choisissent où ils doivent aller s'installer. Et donc, on est dans un phénomène des occupations volontaires, au lieu que ce soit le phénomène d'occupation réglementée. Donc, quelqu'un se réveille, trouve, il y a même de ceux-là qui estiment que tel espace est inoccupé, lui-même, il vient, il s'installe. J'ai vécu ça, moi-même, à la Gombe, il y a une rue qui venait d'être réhabilitée, et tout de suite, les compatriotes ont installé les Maléwa, ce qui n'est pas mauvais. Mais le lien n'est pas approprié, une route qui venait à peine d'être installée, disons, réhabilitée, modernisée, et ils s'invitent d'eux-mêmes pour installer des maisons de fortune pour vendre les Maléwa. Alors qu'on sait bien que lorsque vous avez un chantier, dans les normes de construction, vous êtes censé, dans votre chantier, qu'on sache où les gens vont aller se soulager et comment ils vont manger. C'est des normes qui relèvent de normes urbanistiques, mais que les gens ne respectent pas. Et donc, renforcer ces contrôles à travers les services appropriés. Il faut également permettre à ce que la problématique de la planification, parce que nous avons des villes, nous avons des provinces, nous avons ce qu'on appelle les entités territoriales décentralisées, cher Patrick, qui ne disposent pas de plans, qu'on appelle le plan d'aménagement, le plan d'occupation. Nous aurons l'occasion, hein, vous pouvez avancer ça, mais vous allez nous dire les réformes que vous comptez justement implémenter pour répondre à ces défis à travers la République. Au niveau du ministère de l'Environnement, la question de la gestion des déchets, tri, recyclage et gestion de ces déchets. Vous savez que partout au monde, si vous avez une usine qui fabrique des emballages en plastique, vous devez investir également dans la chaîne de gestion des déchets, soit au-delà des services de la ville ou de l'entité concernée. Vous, comme entreprise, vous devez investir dans les camions de ramassage, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, le comité s'était aussi penché sur cela pour que nous ayons un système de collecte régulière
de tri à la source et de recyclage. Parce que de nous-mêmes, nous constatons aussi, nos compatriotes, on jette des choses dans le caniveau, ce qui peut faire à ce que ça soit bouché. Nous-mêmes également, nous sommes à la base de ça en termes de construction. Vous savez qu'il y a des gens qui construisent sur les lits des rivières, qui construisent sur les qui bouchent même les égouts. Il y a des endroits où quand vous étiez petit, c'était affecté à autre chose. Vous revenez 5 ans, 10 ans après, c'est devenu un immeuble, c'est devenu un hôtel. Des fois, c'est dans les espaces inappropriés. Au niveau toujours technique, le gouvernement avait identifié un certain nombre de voiries et de routes, en tout cas qui sont d'une importance capitale pour permettre, dans le cadre du pilier numéro 3 du gouvernement, à savoir l'aménagement du territoire et assurer la connectivité maximale, que les routes, le programme de réhabilitation, je crois que vous avez vu, ce soit à Kinshasa ici, la ville est en train de faire, et notre collègue du ministère des Travaux publics a exposé sur un certain nombre de programmes de modernisation et d'accessibilité de nos routes. Et je vais revenir, comme vous avez vu, vous avez dit à la fin, pour ce qui est vraiment de l'aménagement. Ça, c'est de façon générale, cher Patrick, les différentes mesures qui ont été prises sur le plan technique. Enfin, sur le plan légal, notre collègue, la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, a sollicité et obtenu du gouvernement l'exécution de son arrêté, l'arrêté qu'elle avait pris dernièrement pour ce qui concerne le morcellement. On se retrouve actuellement où des maisons 5 sur 5, demi. Et donc, le gouvernement a demandé à ce que cela soit respecté, en tout cas l'arrêté du 20 février 2025. C'est ma collègue, la ministre des Affaires foncières. Ils ont encore également rappelé la descente qu'ils avaient effectuée avec le collègue, le ministre de l'Humanisme, pour aller visiter les sites à problème. Et le gouvernement a demandé à ce qu'elle avait sollicité à la 23e réunion du Conseil des ministres, qu'on puisse procéder immédiatement à la destruction de tous les ouvrages qui se trouvent dans les sites qui ont été qualifiés conformément au plan comme des sites à risque. Et donc, le gouverneur de la ville, il avait donc été demandé à notre collègue, le ministre, le VPM intérieur, pour que immédiatement que le gouverneur de la ville puisse se pencher sur cette question pour procéder à la destruction de ces constructions anarchiques. Et toujours au niveau légal, le secteur de l'aménagement du territoire, nous allons y revenir, avait posé le problème de la problématique de la réglementation dans le secteur de l'aménagement qui souffre aujourd'hui d'un cadre normatif. Et donc la loi sur l'aménagement du territoire, le gouvernement a demandé que ce processus qui est encore en cours au niveau de l'Assemblée puisse être achevé afin que la loi sur l'aménagement du territoire retourne au chef de l'État pour sa promulgation. Il a aussi été demandé le respect de l'arrêté interministériel sur les servitudes d'utilité publique et aussi un accompagnement, en tout cas, pour que tout ce qui concerne l'occupation soit fait selon les normes. Voilà, cher Patrick, de manière liminaire, en tout cas, j'essaie de ramasser ce qui a été comme des mesures, mais nous pouvons aller dans le détail pour chaque sectoriel, même si chaque collègue pourra y revenir de manière beaucoup plus concrète. De toute évidence, il y aura justement un moment où on vous posera des questions pour aller dans les détails de ces mesures, mais Monsieur le ministre d'État, vous convenez avec nous que si nos villes étaient bien aménagées, on n'aurait pas eu autant de dégâts, parce qu'on ne peut pas empêcher aux pluies de tomber, ni aux catastrophes naturelles de survenir, mais on peut, par notre comportement, par la manière d'aménager, éviter que nous ayons des dégâts de ce type. Alors, qu'est-ce que vous avez pu engager comme réforme en tant que ministre d'État de l'aménagement du territoire pour préparer justement les pays à avoir un cadre d'aménagement bien respecté de tous? Merci, chers collègues. Comme vous le savez, les territoires font partie des éléments constitutifs d'un État. L'État a 4 éléments, vous le savez très bien. Vous avez un pouvoir politique qui est assis sur une population. Et cette population, on les trouve sur un territoire. Et ce pouvoir doit faire l'objet d'une reconnaissance sur le plan national et international, ce qu'on appelle la souveraineté. Et donc, les territoires qui est mal aménagé, un territoire où la population, en termes d'activité ou en termes d'occupation, si elle n'est pas faite conformément à une planification, la conséquence que nous allons avoir, c'est l'anarchie. C'est ce que nous vivons aujourd'hui, où chacun
se permettre de faire ce qu'il veut faire, que ce soit des projets publics, que ce soit des projets privés, qui ne respectent aucunement quoi que ce soit. Ce secteur qui a débuté son processus de la réforme depuis 2017, et on doit rendre un hommage au chef de l'État qui a fait de ce ministère le ministère d'État. C'est pour la toute première fois où l'aménagement a été érigé, élevé au rang du ministère d'État. Ça veut dire que ça montre l'importance que le chef de l'État a accordée à ce secteur. Et tout de suite, on s'était mis au travail. Nous avons donc eu au mois de juillet 2020 un outil extrêmement important qui est la politique nationale d'aménagement du territoire, qui n'est rien d'autre que, vous savez, l'aménagement d'un territoire, cela dépend de ce que nous on veut faire de ce territoire. Mais donnez-nous des exemples concrets pour qu'on comprenne c'est quoi. On parle d'aménagement, on parle d'urbanisme, on parle d'affaires foncières, mais quelle est la spécificité et l'importance justement de ces ministères que le président de la République a bien voulu élever au rang des ministères d'État? Alors, au-delà de l'ordonnance portant attribution des ministères, vous êtes d'ailleurs concerné, chaque ministère a ses attributions. L'urbanisme concerne, comme le mot le dit, le milieu urbain, donc au niveau des villes. Et l'aménagement, c'est au-delà du milieu urbain, ça va bien au-delà de ça. De manière concrète, donc la ville de Kinshasa, là où les communes, là où nous sommes, tout ce que nous avons, par exemple, Lingwala, Gombe, c'est du ressort de l'urbanisme. Oui, ça c'est le milieu urbain, ça c'est l'urbanisme. Ça c'est l'urbanisme. Voilà pourquoi dans les temps, c'était des ministères qui étaient ensemble. Tout à fait. Voilà. Mais je vais d'abord revenir pour que vous compreniez. Si on estime qu'une église peut être en face d'un bar, c'est un choix qu'on fait. L'utilisation de cet espace physique. Ça veut dire que les uns sont dans un culte, en train de louer Dieu, de célébrer, invoquer le Saint-Esprit, et d'autres en train de danser. C'est un choix. Mais si nous disons que non, les églises, on les regroupe à tel endroit, et les gens qui veulent, voilà, c'est la vie privée, c'est cette orientation dans l'occupation de l'espace, c'est ça l'aménagement. Et nous, on planifie en amont, que ce soit en termes d'industrie. Vous savez, comme aujourd'hui, ces bâtiments de la RTNC, pour avoir ce projet structurant de ce genre, il faut que cela obéisse à une planification en amont. D'où l'importance de l'aménagement. Et nous avons eu donc en 2020 la politique qui est un cadre d'orientation. À part la politique, on a constaté que depuis 1957, on n'avait pas un cadre normatif. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de loi, à part les décrets sur l'urbanisme, mais qui en réalité n'étaient pas sur l'aménagement. Et donc, le chef de l'État, à travers le gouvernement de la République, s'est penché sur cette question. Et aujourd'hui, je vous ai dit qu'il y a ce projet de loi qui est au niveau de l'Assemblée nationale, donc au niveau du Parlement dont on attend. Donc on pourra y revenir pour en parler un peu plus sur ce que cette loi va changer dans la vie des Congolais. Troisièmement, c'était au-delà des provinces, au-delà des villes comme des ETD, il faut permettre à ce que les provinces, Patrick, tout projet de développement au niveau des provinces, au niveau des ETD, donc au niveau des territoires, au niveau des secteurs, doit faire l'objet d'une planification qu'on appelle soit les plans provinciaux d'aménagement, il y a les plans locaux d'aménagement et des plans simples d'aménagement du territoire. Et pour les élaborer, nous avons donc produit un outil qu'on appelle les guides méthodologiques d'aménagement du territoire pour permettre à ce que les gouverneurs, moi-même j'ai été convié à la dernière conférence de gouverneurs qui s'est tenue à Kalemi pour expliquer aux gouverneurs de province l'importance de se pencher sur cette question parce qu'on ne peut pas envisager développement agricole, développement industriel sans qu'il y ait une planification, ça veut dire un outil d'orientation pour tous ces projets structurants parce que c'est la base même du développement dans le pays. Et le quatrième outil, cher Patrick, le gouvernement a produit, c'est le schéma national d'aménagement du territoire dont j'ai lancé l'atelier de validation hier, mais il nous fallait 2 ans pour élaborer 2 études importantes, à travers l'étude sur le capital forestier et le potentiel agricole. Donc aujourd'hui, tous ces outils sont prêts, il ne nous reste que la loi. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que vous allez faire avec ce territoire qui est déjà occupé? Qu'est-ce que vous allez faire avec toutes ces constructions qui y sont déjà érigées? Eh bien, au-delà du projet de la rocade, parce que quand on parle de ça, c'est un peu virtuel, il y a le projet de rocade, où nous allons expérimenter pour la première fois, puisque tous les outils de planification sont disponibles,
Tout au long de la rocade, je crois que vous avez suivi, mon collègue le ministre de l'Urbanisme a pris un arrêté interdisant l'octroi de permis de construire sur toute cette zone, que ce soit la rocade de Sud-Est et Sud-Ouest. La ministre des Affaires foncières, la MINETA, ministre des Affaires foncières, a interdit la délivrance des titres sur toute cette zone, toute la rocade, parce qu'on veut faire de cette rocade une zone avec des zonages pour affecter là où on peut avoir des stations d'essence, là où on peut avoir les hôtels, là où on peut avoir des sites d'hébergement, là où on peut avoir toute cette planification dans l'occupation. Nous allons l'expérimenter tout au long de la rocade du projet avec la réévaluation du contrat avec la SICOMINE. Voilà un peu, cher Patrick, ce qui a été fait au niveau de l'aménagement du territoire. Et la mise en œuvre de tous ces outils vont nous permettre d'avoir effectivement un territoire résilient. Et là, avec l'AFD, l'Agence française de développement, notre collègue le ministre des Finances a signé une convention de prêt de 58 millions d'euros. Ça sera une expérimentation d'une ville durable de Boma, lequel projet est piloté au sein de mon ministère par l'Agence nationale d'aménagement du territoire, l'ANAT, qui est une des innovations, parce que je vous ai parlé du cadre normatif, mais il fallait également une évolution au niveau institutionnel. Et donc nous avons mis en place l'ANAT, qui est l'Agence nationale d'aménagement du territoire, qui va piloter ce projet de ville durable de Boma, 58 millions d'euros. Il y a le FONAT, le Fonds national d'aménagement du territoire, que nous avons créé depuis que nous sommes à la tête de ces ministères. Nous avons l'ONAT, qui est l'Observatoire national d'aménagement du territoire, qui est l'équivalent de l'OVG, donc l'Observatoire Volcano de Goma, qui, au sein de l'ONAT, vous aurez des OPJ, des officiers de police judiciaire à compétences restreintes, qui auront pour rôle, après avoir prêté serment devant le procureur de la République, d'aller constater comment se fait les occupations. Et donc, si on trouve un ouvrage, prenons qu'un endroit qui était affecté pour un terrain de football, un individu a un permis pour construire un immeuble de 10 étages, eh bien, on va faire surseoir immédiatement ce projet parce que ça ne correspond pas à la planification et à l'affectation de cet espace. Et la loi qu'on attend va bouleverser nos vies parce qu'il y a une notion moderne du droit pénal de l'aménagement du territoire où, cher Patrick, l'inobservance des règles de planification spatiale, si jamais cette loi est promulguée, est élevée au même rang, au même titre qu'une incrimination au droit pénal. Donc tu peux faire l'objet d'emprisonnement, tu peux faire l'objet de paiement des amendes et tant d'autres sanctions. Voilà ce qui va arriver si jamais ces outils se mettent en place. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le ministre d'État, pour ces éléments que vous avez apportés, à la fois sur les mesures qui ont été prises pour nous assurer que nous prévenons, en tout cas, plus de sinistrés en cas de survenance de catastrophes naturelles, mais aussi ce que vous faites en termes de réformes dans les secteurs de l'aménagement du territoire, qui est en fait des secteurs englobants, à la fois l'urbanisme et les affaires foncières, et ce qui définit d'ailleurs notre manière de vivre sur les territoires. Alors, on va commencer la série des questions avec M. Pichou Moulumba, qui sera suivi de M. Patrick Lacoué. Merci, Monsieur le ministre, pour la parole. J'ai deux préoccupations au ministre d'État. Vous parlez d'un plan d'urgence, je l'ai noté, à peine élaboré, mais avec tout ce que l'on sait comme contour dans la mise en œuvre, est-ce qu'entre-temps, le gouvernement dispose-t-il aujourd'hui d'un budget alloué à la gestion des catastrophes naturelles? Parce que le pluie, évidemment, pour s'abattre, n'attendra pas la matérialisation de votre plan. Et si ce budget existe, est-il à la hauteur des enjeux climatiques et urbains actuels? Ma dernière préoccupation, c'est que les inondations récurrentes à Kinshasa suscitent également des accusations, souvent portées contre certains acteurs du secteur privé, notamment en ce qui concerne certaines constructions. Selon vous, quelle est la part réelle des responsabilités des entreprises de construction et des promoteurs immobiliers dans l'urbanisation anarchique qui rend la capitale particulièrement vulnérable aux catastrophes naturelles? Allez-y, Monsieur le ministre d'État, s'il vous plaît. Merci pour vos deux préoccupations combien pertinentes. Vous avez si bien dit. Les politiques publiques sont mises en œuvre à travers du budget. Donc il faut qu'il y ait des prévisions et des recettes qui y afférentes. J'espère aussi que vous avez lu la loi des finances 2025 qui est en cours d'exécution. Donc vous trouverez, si vous êtes journaliste, donc c'est prévu, en tout cas au niveau du ministère de l'Intérieur, parce que je vous ai parlé du comité
d'alerte et des urgences. Et donc, vous savez, la soutenabilité du budget au-delà des recettes publiques internes. Nous avons également des partenariats techniques et financiers, nous avons des aides. Il y a plusieurs mécanismes de financement du budget de l'État. Donc on ne peut pas engager, prendre une décision qui engage une dépense publique sans qu'il y ait une soutenabilité au niveau du budget. Ça, vous pouvez vous apaiser pour ça. La part de responsabilité des entreprises, eh bien, par exemple ici, la partie zone, disons, la partie nord de la ville de Kinshasa, dispose d'un outil qu'on appelle les SOSAC, les schémas d'orientation stratégique de la ville et province de Kinshasa. Mais que personne ne suit ça. Ce qui se fait dans la pratique aujourd'hui, c'est que vous, comme vous êtes là, peut-être vous avez déjà fait ça, vous appelez un architecte, un brillant qui a fini à l'IBTP ou je ne sais pas quoi dans les bâtiments, il dit écoute, j'ai un terrain de 20 sur 20 que je viens d'acquérir, vous avez pris un avocat, parce que je sais que vous êtes très respectueux des textes, l'avocat vous a suivi, vous a accompagné, vous êtes allé au cadastre, vous avez votre certificat d'enregistrement. Et on vous exige la mise en valeur, et donc il faut construire. Vous faites un plan, vous dites moi il me faut 20 étages. L'architecte vous dessine 20 étages, il va sur internet, il prend les photos, il fait avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, il suffit de dire produisez-moi un plan de 20 étages. Je crois que certains métiers vont disparaître, y compris les avocats aussi, hein, avec le temps, parce que avec l'IA, on ne sait jamais. Et vous avez un plan. Vous faites les études techniques, les études des sols pour dégager les plans de structure et tout, un plan d'exécution. Soit vous avez l'argent cash, ou dans une banque, et vous commencez à construire. La conséquence, c'est que le matin, les gens qui avaient des maisons basses à vos côtés, ils constatent que vous affichez permis de construire. Tiens, bon, ils se disent ça va s'arrêter, c'est une maison basse. Et puis ça commence à pousser. 1 niveau, 2 niveaux, 3 niveaux, 3, 4, 5, 10, 20 niveaux. Alors, l'on validé doit être honnête pour dire à son client, plotons ce plan dans le plan d'affectation, dans le plan d'aménagement du territoire. S'il ne le fait pas, c'est une question de responsabilité. Je dirais même une responsabilité professionnelle. C'est comme moi, un avocat, nous on dit toujours que l'avocat n'a pas d'obligation de résultat, mais c'est l'obligation de moyens. Oui, mais l'obligation de moyens, c'est aussi dire la vérité. D'où notre serment, comme avocat dit, je ne défendrai aucune cause que je ne croirai pas juste en mon âme et conscience. Mais vous le faites. Donc vous voulez prouver que voilà. Et donc, il y a quand même une grande part, je ne vais pas dire à nos compatriotes forcément, mais les professionnels qui savent que pour faire un projet qui touche l'utilisation de l'espace civique, qui pose sur une occupation, il faut que quelque part, vous sachiez vous-même comme professionnel, en amont, l'affectation. C'est aussi un plaidoyer que j'ai fait pour que l'ordre des architectes, que nous revenions dans une société où chaque ordre professionnel joue son rôle. Les avocats, les architectes. Parce que les architectes qui sont dans un ordre qui est réglementé, ils peuvent être suivis disciplinairement parce qu'ils ont quand même leur part de responsabilité. Au-delà du fait qu'ils sont des sociétés de construction, je les encourage. L'État a aussi pour rôle de promouvoir l'entrepreneuriat privé. Mais, chers amis, je vous dis qu'ils ont quand même leur part de responsabilité dans ce qui arrive. Parce que si vous allez leur poser la question, chaque plan qui est déposé pour obtenir le permis de construire est signé par un architecte. Mais est-ce que ça a été fait conformément à la planification de cet espace ou pas? Voilà. Voilà, on va prendre les questions de M. Patrick Lacoué. On va demander à Welcome Ngimbi et à Christopher Ochokoum de se préparer pour leurs questions. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour la parole. Monsieur le ministre d'État, vous avez des services pour vous accompagner dans votre mission. Est-ce que les prévisions de ces services, je prends l'exemple de la Metelsat, sont suivies et exécutées? Nous sommes dans le cas des inondations. La Metelsat avait donné des prévisions sur ces fortes pluies. Est-ce que ces différentes prévisions sont suivies et respectées? Tout à l'heure, vous avez de manière magistrale expliqué les fondements de votre ministère. Mais au regard de ces explications et la réalité sur le terrain, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que votre ministère ne fait pas bien son travail? Monsieur le ministre. J'aime bien la question. Votre ministère ne fait pas bien son travail. J'aime bien la question. Non, chers compatriotes, chers amis,
D'abord, oui, Metelsat, c'est un organe technique qui est sous la tutelle du gouvernement. Je crois que c'est le ministère de la Recherche scientifique, si je ne m'abuse pas, qui a la tutelle. Ils produisent des rapports prévisionnels qui permettent à ce que l'exécutif puisse prendre des mesures idoines pour prévenir. Mais au-delà de Metelsat, aujourd'hui, j'ai la joie de vous informer que notre pays a accédé au GEO. GEO, c'est le groupe d'observation de la Terre, qui est une organisation internationale qui regroupe une centaine de centres de recherche qui s'occupent de tout ce qui est produit de données géographiques sur la Terre. Et donc, grâce au leadership de notre son excellence, c'est peut-être le chef de l'État aujourd'hui, parce que c'est le ministère de l'Aménagement qui pilote ça, l'accession à cette organisation nous permet d'avoir des données fiables auprès de la NASA et tant d'autres grands centres de recherche. Donc, nous allons, dans les jours à venir, parce que là, on est en train de mettre les GEO-RDC, qui va nous permettre, avec les GEO-portails, et c'est aussi des innovations qui sont au niveau de l'aménagement du territoire, pour nous permettre d'avoir des données. Donc, il y a des prévisions, certes, mais je vais vous donner par exemple un cas. La rivière Ndjili qui se jette sur le fleuve Congo, il nous avait été expliqué par les techniciens qu'en 2002, avait une largeur de 64 mètres. Aujourd'hui, il n'y a que 24, 22 ou 24. 24. Donc il y a 40 mètres où l'homme, nos compatriotes, ils se sont invités à aller remblayer la rivière Ndjili, ce qui fait que la quantité d'eau qui vient pour se jeter dans le fleuve ne supporte plus cette voie d'évacuation. Le passage rétrécit, donc on était à 60, on est réduit à 20, donc vous voyez que la largeur ne tend plus celle qu'elle était, donc la tendance pour les eaux, c'est de déborder. Et en même temps, vous savez qu'à chaque construction qu'on érige, il y a une quantité d'eau qui se jette sur cette construction-là. Mais il faut qu'il y ait, c'est pas pour rien qu'il y a, on met toujours les gouttières ou les voies d'évacuation, tout ça c'est calculé pour qu'on sache la quantité d'eau et son évacuation. D'où ça nous avait même été proposé le système d'étiage. C'est comme un peu, on met, pour commencer à surveiller, dès qu'on atteint tel centimètre, on peut faire des alertes. Voyez-vous? Et donc, au niveau de notre service, au niveau de l'aménagement du territoire, nous avons ce service-là avec la GEO qui va nous permettre à ce que nous puissions vraiment nous pencher sur cette question des données fiables qui permettent d'anticiper et surtout la question de gestion de catastrophes. C'est très très important. Je ne sais pas si il y avait encore une deuxième question sur... Oui, allez-y. Oui, en fait, la deuxième question, si vous permettez, c'est que les attributions de votre ministère, au regard des réalités sur le terrain, des aménagements sans normes, et aujourd'hui, je pense bien que le gouverneur a lancé la démolition sur la baie de Ngalema, mais comment est-ce qu'on est arrivé à ériger sur ces zones alors que, normalement, ces zones sont restées pendant plusieurs années sans être aménagées, excusez. Alors, pourquoi ces cas-là, alors qu'il y a un ministère d'aménagement du territoire qui doit prévoir des zones d'édification? Si vous m'avez très bien suivi, je vous ai parlé... D'abord, l'aménagement n'est comme ministère que depuis 2017. Donc ça fait aujourd'hui 8 ans. On est en 2025. Il fallait... C'était un secteur nouveau qui venait d'être consacré dans la Constitution de 2006, tel que complété et modifié en 2011, à l'article 203. Il fallait produire des outils de planification. Donc je vous ai dit ici, il fallait une politique. La politique, c'est un instrument d'orientation de qu'est-ce qu'on veut faire de nos 2 300 410 km². Comme j'ai dit, si on décide aujourd'hui de mettre les hôpitaux en face des bars, c'est un choix à faire. Et donc la PNAT, qui a fait l'objet de vulgarisation dans presque toutes les provinces, c'est un outil important. Il ne fallait pas s'arrêter seulement à la PNAT. Il fallait avoir un cadre normatif. Parce que l'aménagement, aujourd'hui, n'est régi que par l'ordonnance portant attribution des ministères, qui est un acte réglementaire. Donc au niveau de la pyramide juridique, le règlement, qui est l'ordonnance du chef de l'État, a une valeur inférieure par rapport aux autres sectoriels qui disposent des lois. Il y a la loi foncière, la loi de 73, les mines disposent du code minier de 2002,
l'environnement, il y a le code forestier, l'agriculture, ainsi de suite. Donc, pour qu'on planifie et qu'on ramène tout le monde à l'observance de cette planification qui tient compte des aléas, parce que la planification spatiale ne se fait pas au hasard. Quand on dédie un espace pour, par exemple, les zones économiques spéciales, il y a les études de vulnérabilité qu'on fait, il y a les zonages qu'on fait, pour voir la résilience de cet espace, si ça peut correspondre ou pas à telle autre activité. On veut construire un nouvel aéroport. Il faut qu'on questionne le plan d'aménagement du territoire de cet endroit-là. Parce que déjà, on va dire que les structures, les constructions de base qu'on peut ériger à tel autre endroit est pensée en amont. Et donc, pour répondre à votre question, nous avons passé le temps. Ce sont des réformes énormes que nous avons faites. Avant, on n'avait pas la NAT, aujourd'hui nous avons la NAT. On n'avait pas l'ONAT, aujourd'hui nous avons l'ONAT pour surveiller, pour contrôler. Parce que dans nos attributions, nous avons la conception et l'élaboration des plans d'aménagement du territoire. C'est ça le SNAT. Je vous ai parlé du schéma national. On vient de finaliser ça pour les 2 345 km². Il fallait faire un travail de collecte de données. On a envoyé des techniciens, des ingénieurs dans toutes les 26 provinces. Ça prend du temps. Vous savez, nous avons nos contraintes de voies de communication, d'accessibilité. Mais toutes ces données ont été rassemblées. Il fallait également produire les 2 études. Potentiel agricole et capital forestier. Et donc là, on est prêt d'avoir un outil, le SNAT. J'ai également, dans mes attributions, l'évaluation des potentialités du territoire national en ce qui concerne les ressources naturelles. Je vous informe que nous avons l'annuaire sur les ressources naturelles du sol et des sous-sols, qui est déjà produit, un atlas, mais qui fera l'objet d'actualisation chaque année. Pour vous dire qu'on ne dort pas. Vous savez, avec Fachi, on ne dort jamais. Moi encore avec Maman Judith Soumino. J'ai dans mes attributions les contrôles et la surveillance de manière permanente de l'utilisation du territoire national. Je vous ai dit qu'on a mis en place l'ONAT, l'Observatoire national d'aménagement du territoire, qui sera un corps des OPJ pour aller surveiller. Donc cette attribution, il y a un organe qui n'existait pas avant. Et donc nous avons créé ça. L'établissement des programmes et des stratégies de mobilisation des ressources. Nous avons aujourd'hui Kinshasa Mercantile, KME, je crois que vous avez suivi, où on va avoir une bourse de valeur. C'est un projet, le marché des commodities, pour que tout ce qui est comme produits agricoles, produits miniers et tant d'autres produits puissent être interchangés dans un marché réglementé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc il y a la KME, la Kinshasa Mercantile Exchange. Ça c'est mon attribution sur la mobilisation des ressources. Et donc là on va avoir des ressources. Vous voyez que je ne fais qu'obéir à ce qui est à moi. J'ai également dans mes attributions la planification, la conception et l'aménagement des nouvelles villes, modernisation des villes existantes et développement des territoires. Il est vrai que cette attribution va connaître une évolution avec la création du ministre délégué en charge des politiques de ville. Donc ça sera une attribution qu'on va partager avec lui et on le fait. Vous savez, le gouvernement fonctionne sur base de la solidarité, la complémentarité. Et donc tout ce que je fais, l'ordonnance dit, en collaboration avec les ministères EIA, les affaires foncières, l'urbanisme. Je sais que vous avez déjà lu l'ordonnance portée à attribution, ce n'est qu'un petit rappel. Comme ça nous fait un peu une attitude pédagogique. Je sais qu'il connaît bien cet article-là. Ainsi que les transports. Vous serez étonné que l'aménagement concerne également les transports. C'est-à-dire que quand le ministère des Transports initie un projet structurant de construction des aéroports, dans le cadre de la mobilité urbaine, vous m'avez vu à un moment donné, j'ai été intéressé par la question des téléphériques. J'ai vu la blague, hein, on me dit, mais Loando, où est ta téléphérique là? Oui, parce que la mobilité, la question liée au transport concerne également l'aménagement, parce que cela doit se greffer sur un programme et une planification dans l'ensemble. Je suis également en collaboration avec le ministère du Développement Rural, mon collègue le ministre d'État de Développement Rural, pour les questions, par exemple, des routes et des recettes agricoles. La tracée de ces routes, l'entretien de ces routes, le développement rural ne peut pas le faire seul. Il faut qu'il le fasse avec l'aménagement du territoire. Les ressources hydrauliques et l'électricité. Pour la question d'accès à l'eau, vous allez voir par exemple dans le cadre du projet de ville durable de Boma, on est en collaboration avec mon collègue le ministre des ressources hydrauliques pour les postes eau et électricité, dans le cadre des énergies renouvelables. Parce que nous voulons migrer
vers ce qu'on appelle les villes durables, ça veut dire les villes qui tiennent compte des générations futures. Voilà, donc on va, il sera 20h dans quelques minutes, on va rendre l'antenne et nous allons continuer l'exercice. Après le journal, les gens pourront suivre. Mais le petit commentaire que je peux me permettre avant, c'est qu'il faut considérer que pendant des longues années, on n'a pas trouvé des solutions. Et que les mesures que nous prenons en tant que gouvernement, nous les prenons pour organiser la vie avec des citoyens. Et donc, bien au-delà de ce que le ministre d'État est en train de nous dire, il y a une responsabilité de nous tous. Lorsque vous voulez acheter une maison, lorsque vous voulez qu'on la construise, où est-ce que vous achetez, qui va la construire, de quelle manière et dans quel espace. Voilà plus ou moins ce qu'il faut avoir. Et pour te compléter un peu rapidement, Patrick, vous savez, on a aussi un problème de culture. L'indice de richesse chez nous, c'est quand tu as une maison. Tout le monde rêve d'avoir une maison. Mais où il faut avoir cette maison, c'est ça la grande question. Il faut un peu de discipline pour que nous ayons un territoire aéré, comme ça se fait ailleurs. Vous voyagez, vous voyez quand vous voulez atterrir sur Roissy, à Air Tambo, vous voyez comment les rues sont bien tracées. C'est pas comme maintenant, tôle rouge, verte, violet, façade avec des faïences, avec des carreaux. L'autre, mais ça fait désordre. Et pourtant, l'aménagement, c'est le ministère du beau. Pour avoir cette beauté-là, il faut planifier ça en amont. Merci. On va prendre les questions de M. Welcome Gimbi. Quelques petites questions au ministre d'État, Guy Luando. La première, c'est, il est clair que dans un futur proche, les habitants des zones à risque seront d'ici là déguerpis afin de faciliter la meilleure délocalisation, une délocalisation en douceur. Qu'est-ce qu'a prévu le gouvernement pour cela? Est-ce qu'il y a des sites prévus pour héberger temporairement ces derniers? Et puis la deuxième question, vous l'avez évoqué sommairement au sujet de la gestion des déchets, qui par ailleurs, entre 10,05 a été adopté en 2011, mais qui souffre de son application. Qu'est-ce qui doit être fait pour que toutes les lois y référentes puissent avoir un impact sur le terrain? Et puis la dernière question, c'est par rapport... s'il faut renchérir un petit peu, parce que vous l'avez évoqué aussi sommairement, mais s'il faut entrer un peu en profondeur sur la... Est-ce qu'il y a une politique fixée sur les investissements dans les espaces protégés? Est-ce que cela respecte-t-il le système de mise en concurrence formelle? Merci pour la question. D'abord, je tiens à rassurer nos compatriotes que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et Madame la Première ministre du chef du gouvernement, on doit mettre sur pied et créer dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises.